Très bien, merci Madame la Présidente. Merci Mesdames, Messieurs les membres du jury d'être ici présents. Merci Mesdames, Messieurs, en présentiel ou en distanciel. Je vais vous présenter mes contributions à l'étude des transferts hygrothermiques dans les matériaux biosourcés et à l'analyse énergétique de parois de bâtiments en vue d'obtenir l'habilitation à diriger les recherches. Donc cette présentation est scindée en 3 parties. Je présenterai en premier lieu une synthèse de mes activités. Ensuite, je ferai un bilan des travaux de recherche que j'ai pu encadrer et je terminerai la présentation par le projet scientifique. Donc, en commençant par la synthèse des activités. En 2004, j'ai été diplômé en tant qu'ingénieur mécanique énergétique de l'ENSIAM pour ponctuer mon cursus universitaire français, à l'issue duquel j'ai effectué un stage de recherche et développement au sein de la société Enerlit en Allemagne sur la conception et l'expérimentation de moteurs Stirling solaires, stage qui a été défendu au sein de l'Université technologique de Dresde par un diplôme-arbeit en allemand. À l'issue de ce stage, j'ai accompagné un doctorant à l'ENSAM Meknes, toujours pour tester des moteurs Stirling solaires. De 2005 à 2008, j'ai effectué ma thèse au sein du LEMTA à Nancy sur la gestion de l'eau et les performances électriques d'une pile à combustible, thèse qui a été sanctionnée du grade de docteur en mécanique énergétique de l'Université de Lorraine. De 2008 à 2009, j'ai effectué un postdoctorat au Paul Scherrer Institute en Suisse, toujours sur une thématique pile à combustible et sur une étude expérimentale à une échelle submillimétrique. Ces premières expériences de recherche m'ont permis d'acquérir un certain nombre de compétences autour de l'étude expérimentale de systèmes énergétiques, de la modélisation multiphysique de systèmes ou encore de transfert en milieu poreux, compétences qui ont pu être mises à profit lors de mon recrutement d'abord au LIMAD-B puis au sein de l'IRDL en tant que maître de conférence, et j'effectue ma partie d'enseignement au niveau de la faculté des sciences et des sciences de l'ingénieur de l'Université Bretonne-Sud. Alors sur le volet enseignement, après une première expérience en tant que moniteur à l'ENSGSI à Nancy sur des enseignements de mécanique, mes enseignements se sont inscrits à l'UBS autour de la filière génie thermique énergétique et des enseignements autour des sciences du génie énergétique, de la thermique industrielle, de la thermique des bâtiments, de l'audit énergétique ou encore de l'optimisation. Le public visé par ces enseignements s'échelonne de la licence 2 au master 2. Les typologies d'enseignement sont assez équitablement réparties entre des cours magistraux, TD, TP, des encadrements de projets ou des suivis de stages, pour un volume horaire qui s'échelonne entre 250 et 330 heures équivalent TD par an. Alors en tant qu'enseignant, j'ai pu faire évoluer un certain nombre de contenus depuis une quinzaine d'années, en mettant en place des nouveaux cours magistraux, des nouveaux TP, ou en faisant évoluer certaines approches pédagogiques, notamment sur des projets. En 2021, j'ai accompagné un groupe d'étudiants de Master 2 dans leur dépôt de projet auprès de l'Agence universitaire de la francophonie, qui s'appelle Stop Soif Mada, qui vise à condenser de l'air humide. Depuis 2015, j'ai une implication dans la filière thermique énergétique en tant que directeur des études du Master 2, et à ce titre-là, j'ai mis en place une alternance pour cette filière-là en 2018 et en 2021 pour le Master 1. Sur le volet recherche, mon arrivée s'inscrit dans le projet ANR béton de chanvre qui était en cours au sein du laboratoire. Donc j'ai mis à profit pour ce projet-là mes compétences. En 2011, toujours sur la thématique des transferts hygrothermiques dans les bétons de chanvre, a débuté la thèse de Dylan Delièvre qui a été co-encadrée avec Patrick Boanec. En 2014 a débuté la thèse de Mathieu Benduma autour des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, thèse qui aurait dû être associée à un projet ADEME ou d'ITE, projet qui n'a pas démarré suite au retrait du porteur. En 2016, il y a une intensification des projets de recherche. En premier lieu, il y a la thèse de Théo Wenceslas qui a débuté en collaboration ou en co-encadrement avec des collègues de Unilassal à Rouen et dans le cadre du projet ADEME Ecoterra. En 2016 a débuté également la thèse de Nicolas Lauzet, thèse CIFRE menée avec le bureau d'études Tribu qui est basé à Lyon et en co-encadrement avec Marjorie Musy du CEREMA. Enfin, j'ai participé également à la réalisation du projet ANR Induscol. En 2019 a débuté un projet région SREP sur des systèmes énergétiques innovants, pour lequel on a d'abord recruté un étudiant de Master 2, qu'on a conservé ensuite en tant qu'ingénieur d'études.
Et en 2021, cette année, enfin l'année universitaire en cours, a débuté la thèse de Machour-El-Assad, et là on revient sur des analyses performantielles de parois. Donc ça, ce sont tous les projets qui se sont plutôt bien déroulés, mais j'ai participé aussi au montage de projets type ANR, type européen ou type CPER, qui malheureusement, eux, n'ont pas été retenus. Voilà, donc ça donne un aperçu de mes activités de recherche. Maintenant, je vais rentrer plus dans le détail de ces activités de recherche que je vais, dans un premier temps, recontextualiser. Alors, le contexte de mes activités de recherche, c'est le secteur du bâtiment. Le secteur du bâtiment, c'est en premier lieu un principal consommateur d'énergie, à hauteur de 45% d'énergie primaire, ce qui pèse sur les économies des États, des sociétés, mais des ménages également. C'est un gros consommateur également de ressources premières. Le bâtiment est également émetteur de gaz à effet de serre, type CO2, à hauteur de 25% en France, et est premier générateur de déchets. Il y a également d'autres enjeux liés au bâtiment, notamment les qualités des ambiances intérieures, vu le temps qu'on passe dans ces ambiances-là. Et puis, le bâtiment va faire face également au changement climatique qui est déjà en cours et qui va s'aggraver à l'avenir. Alors, pour, on va dire, faire face à ce contexte qui paraît un peu négatif, on a une politique globalement assez volontariste où on vise à favoriser la rénovation des bâtiments, notamment avec des matériaux biosourcés, et on vise à favoriser les constructions neuves de type bas carbone. Et ça depuis plusieurs années au terme des différentes réglementations. Malheureusement, cette politique, elle fait face à certaines difficultés qui peuvent être d'ordre socio-économique, mais également d'ordre technique. J'ai cité deux exemples de difficultés techniques qu'on peut rencontrer. La première, c'est un manque de connaissances sur des matériaux, notamment les matériaux biosourcés. Et le second, c'est un manque de retour, ou peu de retour d'expérience, en particulier sur des systèmes qui sont de type innovant. Donc ça m'amène à expliciter d'abord une première problématique que j'ai pu traiter autour des matériaux bio et géosourcés. Ces matériaux sont plutôt dans une redécouverte, ils existent depuis longtemps, mais on les redécouvre pour les appliquer aux techniques actuelles. La question qu'on peut se poser, quitte à redécouvrir ces matériaux, il faut leur redonner une carte d'identité à ces matériaux. La première problématique qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce sont des matériaux qui sont spécifiques du point de vue de la caractérisation ? Et s'ils sont spécifiques ou pas, d'ailleurs, la seconde problématique, c'est d'identifier les principaux facteurs d'influence sur les propriétés hygrothermiques. La deuxième sous-question qui est adjacente à ce thème-là, c'est relative au comportement hygrothermique en usage de ces matériaux. Est-ce qu'ils ont une caractéristique spécifique ou non? Pour répondre à ces problématiques-là, j'ai mis en place une démarche basée sur un triptyque, somme toute, assez classique. D'abord sur la caractérisation hygrothermique, ensuite sur la modélisation des transferts, et en particulier sur la modélisation des transferts couplés de chaleur et d'humidité. Et enfin sur le développement d'expérimentations, que ce soit en enceinte climatique ou en enceinte biclimatique, pour valider ces modèles. Alors, quels sont les matériaux qui ont été étudiés au cours de ces dernières années? C'est principalement des bétons bio et géosourcés. Ces bétons, ils sont constitués d'une part d'une agro-ressource, qui peut être locale, comme du chanvre ou du lin, d'un liant, classiquement c'était de la chaux, mais également de la terre, et ces deux constituants sont mis en œuvre soit par projection, soit par branchage. Sur les différents matériaux qu'on a pu tester et mettre en œuvre, on a regardé un certain nombre de propriétés, notamment les effets de formulation, en particulier sur les matériaux de type chaux-chanvre. En second lieu, sur la variabilité des constituants des matériaux. Ici, pour la terre allégée, voici trois exemples de trois matériaux avec trois terres différentes. Et puis le troisième aspect qu'on a regardé, c'est la structure de ces matériaux et voir si ça a une influence sur ces propriétés. J'ai regardé également d'autres types de matériaux, comme des isolants fibreux, tels que de la laine de bois, ou des isolants en vrac, tels de la chêne-botte. Et à chaque fois, j'ai essayé de comparer ces matériaux à des isolants plus monolithiques, dont on a une meilleure connaissance, comme du béton cellulaire, du polystyrène expansé ou du polyuréthane. Donc, la première caractéristique hygrothermique qui va nous intéresser principalement, ça va être la conductivité thermique, et puis ensuite la capacité thermique. Alors, au sein de l'IRDL, on dispose d'un certain nombre d'équipements, plaques chaudes gardées, microcalorumètres, des rubans chauds ou des fils chauds.
panel d'équipements qu'on est venu compléter au fur et à mesure de la dernière décennie par des flowmetters ou encore des hot disks. Donc le premier enjeu a été de s'approprier chacune des méthodes et de voir leur applicabilité sur les matériaux testés. Il apparaît que les méthodes de plaque chaude gardée et de DSC sont des méthodes qui sont très répétables et hautement reproductibles, en tout cas sur les matériaux qu'on a testés. À l'inverse, la méthode du hot disque, pour cette méthode-là, on a constaté des écarts qui allaient jusqu'à 25% par rapport à une méthode stationnaire de plaque chaude gardée pour des matériaux qui ne sont pas isotropes. Maintenant, quels sont les facteurs d'influence sur les propriétés thermiques? Ici, j'ai tracé les évolutions de la conductivité thermique en fonction de la masse volumique pour évaluer l'influence de la température, l'humidité, la masse volumique ou encore la structure. Alors sur la structure, deux types d'échantillons qui ont été testés avec des orientations de particules légèrement différentes. Ce que je constate à partir de ce graphique-là, c'est qu'une variation de 10 mW par mètre et par Kelvin peut s'expliquer par plusieurs origines. Soit une variation de température de 20 degrés, soit une variation de la teneur en eau de 5%, une variation de la masse volumique de 75 kg par mètre cube. Et si on regarde entre les points noirs et les points rouges ici, 10 mW, c'est simplement la moitié de l'effet de l'orientation des particules. La seconde propriété hygrothermique qu'on a regardée au laboratoire, ce sont les isothermes de sorption. Dans un premier temps, on a déterminé ces courbes-là expérimentalement avec des méthodes classiques de solutions salines saturées. Donc ces méthodes-là sont assez faciles à mettre en œuvre. Cependant, on s'est rendu compte que les conditions de séchage du matériau pouvaient avoir une incidence assez forte, en particulier quand on est sur des températures de séchage qui sont inférieures à 65 degrés. Alors pour pallier cette incertitude, on a fait l'acquisition en 2018 d'un équipement de type DVS. Et cet équipement de type DVS permet de tester des échantillons de manière contrôlée, mais des échantillons de plus petite taille. Du fait de la maîtrise des conditions ambiantes, on est très répétable et hautement reproductible. Ça nous permet d'obtenir des points expérimentaux de ce type-là, sur ce graphique-là, donc qui donne l'évolution de la teneur en eau en fonction de l'humidité relative. Et ces isothermes de sorption ont pu être modélisés à l'aide de modèles, qu'ils soient physiques ou empiriques. Maintenant, quels sont les facteurs d'influence sur ces courbes-là? Eh bien, on va retrouver trois facteurs d'influence, la formulation, l'hystérésis et la température. Concernant la formulation, on a validé une loi de mélange qui donne finalement cet effet de formulation. On peut retrouver les effets de la formulation par la loi de mélange. Le second facteur d'influence, c'est l'hystérésis. Comme on voit sur ce graphique en haut à droite, on a des courbes qui sont différentes selon qu'on aille sur des humidités croissantes en bleu clair ou sur des humidités décroissantes en bleu foncé. Donc, cette hystérésis est assez bien connue et on a essayé de l'appréhender également sur nos matériaux. Ici, je vais m'intéresser plus particulièrement au facteur d'influence qu'est la température. Pour la température, si on veut évaluer son influence, il faudrait répéter autant de fois les essais qu'on souhaite tester de température, ce qui peut être vite très chronophage. Alors, pour essayer d'accélérer ces essais-là, eh ben, j'ai mis en place un protocole avec un conditionnement du matériau à une certaine humidité. Une fois que le matériau est conditionné à cette humidité-là, je viens le solliciter en température très ponctuellement. Durant cette sollicitation en température, je mesure localement les évolutions de température et d'humidité au cours du temps. Ici sont tracées ces évolutions-là, et on voit que la température en rouge ou l'humidité en bleu ou en noir présentent des évolutions qui sont, somme toute, très similaires. À partir de cette similarité, on est capable d'en déduire un coefficient hygrothermique, dont l'expression est proposée ici. Ce coefficient hygrothermique va nous permettre, une fois qu'on l'a évalué à différents conditionnements du matériau, va nous permettre d'évaluer la chaleur isostérique de sorption, et à partir de cette chaleur isostérique de sorption, et par le biais de l'équation Clausius-Clapeyron, on peut redéterminer les évolutions des isothermes de sorption à n'importe quelle température. La troisième propriété qui nous a intéressés, c'est la perméabilité à la vapeur. La perméabilité à la vapeur, est une propriété qui est classiquement évaluée par une méthode dite de la coupelle. Cette méthode-là consiste à prendre un échantillon
à le séparer de deux ambiances particulières en humidité. D'une part, dans une enceinte climatique, et d'autre part, on va générer une ambiance particulière au sein d'une coupelle, ici avec des dessicants pour faire une atmosphère sèche ou avec des solutions salines saturées pour faire une atmosphère un peu plus humide. On suit l'évolution de la masse de la coupelle au cours du temps et est incapable de redéterminer cette perméabilité à la vapeur. Le problème de cette propriété-là, c'est qu'elle n'est pas du tout répétable, comme l'ont montré de nombreuses comparaisons interlaboratoires. Alors, parmi les facteurs d'influence qui existent et qui peuvent expliquer ces problèmes de répétabilité, c'est l'humidité relative à l'intérieur de la coupelle. Et pour traiter ce problème-là, on a mis en place un dispositif expérimental où j'ai inséré à l'intérieur de la coupelle, dans cette lame d'air, des capteurs sans fil, peu intrusifs, pour suivre les évolutions de l'humidité relative au cours du temps. Ces évolutions sont tracées sur ce graphique-là. On constate deux choses sur ce graphique-là. Premièrement, qu'à t égale 0, l'humidité relative n'est pas égale à 0%, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer. Et que, deuxièmement, on a, quel que soit le dessicant qui peut être utilisé, on a des évolutions d'humidité relative au cours de l'expérience. Alors, cette évolution de l'humidité relative au cours de l'expérience va être prise en compte dans l'analyse après pour justement évaluer une valeur SD, ce qui est équivalent à une perméabilité à la vapeur. On constate ici de grands écarts entre ces traits hachurés et puis ces traits pleins qui ont été obtenus avec un traitement théorique en supposant 0% à l'intérieur de la coupelle. Ces écarts, ils sont d'autant plus grands qu'on s'éloigne d'une valeur théorique 0% RH. Toutefois, pour certaines configurations d'expérience, on avait des facteurs de résistance à la diffusion de vapeur inférieurs à l'unité, ce qui n'est physiquement pas possible. Alors, pour pallier cette limite-là, on a mis en place une nouvelle méthode d'analyse en constatant que les évolutions ici de la densité de flux étaient directement proportionnelles à l'écart de pression de vapeur aux bornes de notre échantillon. Et si on trace, si on évalue la pente de cette droite, on est capable d'évaluer directement la perméabilité à la vapeur. Et de là, on retrouve des valeurs qui sont physiquement acceptables. Et si on regarde ces valeurs à damier, on a très peu de dispersion finalement entre chacun des dessicants. Voilà, donc c'est un exemple de 3 propriétés hygrothermiques qui ont été étudiées au sein du laboratoire. Elles vont nous servir, ces propriétés hygrothermiques, pour évaluer le comportement hygrothermique de ces matériaux. Alors, qu'est-ce qu'on entend par comportement hygrothermique? C'est évaluer la performance thermique de ces matériaux mis en œuvre dans une enveloppe, évaluer les interactions avec les ambiances intérieures et extérieures, et évaluer les risques la durabilité et éventuellement les risques de développement de moisissure ou de condensation. Pour traiter ce comportement hygrothermique, on a 2 approches possibles. Premièrement, une approche de modélisation, où je me suis intéressé à l'évaluation des transferts couplés de chaleur et d'humidité. J'ai reprécisé ici sur cette diapo des équations qui sont classiquement employées, qui ressemblent à celles utilisées dans un logiciel de référence type Goofy. En face de la modélisation, on a aussi l'expérimentation. Cette expérimentation, elle peut être mise en place soit sur des matériaux seuls, à l'échelle d'un échantillon ou d'une paroi, ou sur des assemblages multicouches. Ces expérimentations peuvent être réalisées également en conditions contrôlées ou en conditions réelles. L'objectif de cette confrontation modélisation et expérimentation, c'est d'apporter des éléments de compréhension des phénomènes physiques qui sont mis en jeu dans ces matériaux-là, et d'autre part, in fine, c'est d'aider à la conception de parois ou d'aider à la prédiction de la tenue en service de ces matériaux-là. Alors cette démarche, elle a été mise en place sur un échantillon monocouche pour s'intéresser plus particulièrement au phénomène d'hystérésis qui a été vu tout à l'heure sur les courbes de sorption. D'un point de vue modélisation, l'implémentation de l'hystérésis se fait, entre guillemets, relativement simplement au niveau du terme de stockage de l'équation de conservation d'humidité en introduisant θ, cette capacité sorption hydrique. Alors cette capacité sorption hydrique, elle va évoluer en fonction de l'histoire hygrothermique du matériau et on a des modèles qui permettent de traduire cette évolution-là. Ici, 2 modèles ont été testés, un modèle physique de Muhalem et un modèle plus empirique de Pedersen. Son implémentation a été faite dans un logiciel de type élément fini, comme COMSOL,
et les résultats de simulation doivent être confrontés à des expérimentations. Alors l'expérimentation ici consiste d'une part à développer le dispositif expérimental. Le dispositif est le suivant. On a pris un échantillon de béton de chanvre que j'ai isolé sur 5 de ses faces, la 6e étant en échange avec l'environnement ambiant. Cet échantillon a été instrumenté avec des capteurs de température et d'humidité relative qui sont de petite taille, comme représenté ici sur cette photo, et l'ensemble a été mis sur une balance pour suivre l'évolution de la masse au cours de l'expérience. Le deuxième challenge a été de définir le protocole expérimental. Donc, l'ensemble a été mis dans une enceinte climatique et voici la philosophie qui a été retenue pour mettre en place ce protocole expérimental. Comme il faut se souvenir de l'histoire hygrothermique de ce matériau, on va repartir d'un point qu'on maîtrise, à savoir un état sec. Une fois qu'on est à partir de cet état sec, on va en sorption jusqu'à un point de référence, ici 50% d'humidité relative, et une fois que j'ai atteint ce point-là, alors je peux commencer à faire des cyclages en humidité relative sur mon matériau. Voici un exemple de cyclage qui a été appliqué. Ici, c'est un protocole de type MBV, qui est classiquement rencontré dans la littérature. Là, je vais présenter les résultats pour un cyclage qui va être beaucoup plus long et beaucoup moins sollicitant. Donc, voici les résultats qui sont obtenus à l'aide du modèle de Mualem, celui-là qui a été retenu, et la confrontation entre la simulation et l'expérience pour, d'une part, la teneur en eau globale de notre échantillon au cours du temps, et d'autre part, les températures et humidité relatives mesurées à différentes profondeurs de notre échantillon. Ce qu'on constate, c'est que entre la courbe noire expérimentale et les courbes rouges et bleues, on a une bonne tendance expérimentale qui est assez représentée, ce qui est vrai pour la teneur en eau et aussi pour la température. En ce qui concerne l'humidité relative, la première simulation en rouge obtenue ici présente des écarts qui peuvent être assez significatifs au fur et à mesure qu'on va à cœur de l'échantillon. Pour essayer d'expliquer l'origine de ces écarts, on a fait une analyse de sensibilité en jouant sur une capacité de sorption hydrique et en jouant sur la perméabilité à la vapeur. On voit que la courbe en bleu ici se rapproche un petit peu plus des tendances expérimentales sans forcément atteindre l'exactitude. Mais on voit également que si on regarde la teneur en eau globale, on est également sur une bonne prédiction. C'est-à-dire que si on focalise notre attention uniquement sur la teneur en eau globale, on n'a pas une unicité de la solution qui est rencontrée. Alors ces matériaux type béton-chanvre, ils sont rarement mis en œuvre sous une forme de monocouche, mais plutôt sous une forme d'assemblage multicouche. Alors, en assemblage multicouche, on a une partie centrale, effectivement, qui est la partie isolante, qui est le béton de chanvre, et puis on vient mettre sur ses faces intérieures et sur ses faces extérieures des couches d'enduit supplémentaires. On a eu l'opportunité, au sein du laboratoire, de tester un type de paroi multicouche de ce type-là au sein d'une enceinte biclimatique. Enceinte biclimatique qui permet de contrôler de part et d'autre de la paroi les conditions en température et en humidité relative. Cette paroi en enceinte biclimatique, on est venu également l'instrumenter avec différents capteurs de température et d'humidité relative à différentes positions et on lui a appliqué un cycle d'évolution de température et d'humidité relative sur une de ses faces en conservant des conditions constantes de l'autre côté. Voici les résultats qui ont été obtenus en termes de confrontation entre la simulation et l'expérience. Ici, pour la température et l'humidité relative à différentes positions, la courbe en noir étant celle de l'expérience, les courbes colorées étant celles de la simulation. J'ai rajouté également des évolutions du flux mesuré sur la face qui a été sollicitée, ici obtenu uniquement par modélisation. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Premièrement, on voit qu'on a une bonne tendance, une bonne représentation des tendances expérimentales pour la température, quel que soit le modèle, c'est-à-dire qu'on prenne en compte l'hystérésis ou qu'on ne la prenne pas en compte. Par contre, sur les évolutions de l'humidité relative, il s'avère nécessaire de prendre en compte l'hystérésis. On voit que la courbe en rose, ici, qui ne tient pas compte de l'hystérésis, est très éloignée des évolutions expérimentales et des deux autres faisceaux de courbe.
En revanche, si on s'intéresse au flux thermique, ici, on voit que avec ou sans hystérésis, a priori, il n'y a pas de distinction à faire et qu'un modèle d'hystérésis ne joue pas sur les prédictions des flux en surface. La difficulté pour ce type d'expérience, c'est que là, on ne maîtrise pas l'histoire hygrothermique. Donc, si on ne maîtrise pas l'histoire hygrothermique, eh bien, il va falloir faire une hypothèse sur l'initialisation de notre calcul. Il va falloir faire cette hypothèse-là. Ici, j'ai fait deux simulations, une avec un point rouge et une un point bleu, avec deux conditions initiales qui se rapprochent de ce qu'on supposait être l'histoire hygrothermique, sans en être sûr. Cette condition initiale, elle a une influence sur les résultats de simulation un petit peu quand on va plus à cœur dans le matériau. Sur les évolutions en surface, on voit très peu d'écart. Mais globalement, on est capable de reproduire ces évolutions, en tout cas sur ces assemblages multicouches avec des matériaux biosourcés. Donc cet ensemble de travaux a été mené principalement avec la thèse de Dylan Melière, avec Mathieu Bendouma et puis avec Théo Venceslas sur la caractérisation et la modélisation des transferts dans les matériaux biosourcés et ont apporté un certain nombre d'éléments de réponse aux problématiques qui ont été citées tout à l'heure. Maintenant, j'ai développé un deuxième champ disciplinaire, un deuxième lot de problématiques qui concerne la performance des enveloppes. Alors, sur la performance des enveloppes, on s'est posé deux questions en particulier. La première, c'est quelle est l'efficacité et la durabilité qu'on peut rencontrer dans le cadre d'une réhabilitation. Ici, c'est dans le cadre d'une isolation par l'extérieur d'un bâtiment. Et les questions qu'on peut se poser, c'est comment peut-on qualifier de manière in situ la performance thermique de l'enveloppe? Et puis la deuxième, c'est quand on vient réappliquer une couche sur une enveloppe existante, existe-t-il des risques pathologiques qui sont liés à l'humidité? Le deuxième enjeu qui a été traité, ça concerne plutôt les aspects de conception bioclimatique des bâtiments. Donc là, les enveloppes dans leur environnement. Et les environnements qui sont traités, c'est plutôt des environnements de milieu urbain ou du changement climatique. La méthodologie qui a été mise en place, elle est la suivante. On a développé un certain nombre d'expériences de manière in situ. Ensuite, on a traité un certain nombre de données météo, vu que ça joue de manière considérable sur ces expérimentations in situ, et ces données météo retraitées ont été exploitées derrière en simulation thermique dynamique des bâtiments. Alors, je vais présenter deux types d'études qui ont été réalisées. La première ici, dans le cadre de la thèse de Mathieu Bendouma, sur la réhabilitation d'un bâtiment d'enseignement. Ici, à Lorient, il existe le lycée Colbert, qui était un lycée des années 60, avec une structure assez légère. Et ce lycée a été rénové dans les années 2015-2016, avec des modules préfabriqués contenant une façade ventilée. Donc, en se rapprochant avec la maîtrise d'œuvre, on a pu instrumenter un de ces modules mis en œuvre sur la façade. On l'a instrumenté avec différents capteurs de température et d'humidité, des flux thermiques également, pour essayer d'appréhender le comportement hygrothermique de ce module-là mis sur la façade. Quels ont été les résultats retirés de cette expérimentation? Premièrement, on a essayé d'évaluer l'efficience thermique de ce module-là en estimant la résistance thermique selon la norme 9869. Alors dans cette norme, il y a trois méthodes qui sont proposées. On a testé ces trois méthodes. Deux des méthodes fournissent une prédiction de la résistance thermique qui est proche de celle imaginée lors de la conception. On est à plus ou moins 7%. La troisième méthode qui est traitée et qu'on ne retrouve effectivement pas dans la littérature donne des résultats un peu plus éloignés. L'autre aspect qui a été étudié, c'est la notion de durabilité de cette mise en œuvre d'éléments préfabriqués. On s'est intéressé au risque de développement fongique à deux endroits particuliers. Ici, derrière une membrane de pare-pluie, près de l'isolant, et puis de l'autre côté de l'isolant, près d'un panneau de contreventement.
Ces mesures de température et d'humidité ont été représentées sur ces graphiques-là, où apparaît une courbe en noir, une courbe de type isoplex qui traduit les risques de développement de moisissures dans les matériaux. Alors on voit que on peut être au-delà de cette courbe-là, de cette courbe isoplex pendant quelques instants. Maintenant, les dépassements, ils sont ponctuels, ils se font sur certaines journées et ils s'expliquent, on va dire, par la thermodépendance des isothermes de sorption. Maintenant, les durées de dépassement ne sont pas très longues et laissent présager un comportement assez durable de ce type de paroi. L'expérience ayant été menée pendant 2 années, ça a permis de constituer une base de données expérimentale assez conséquente qu'on a confrontée à un modèle pour ce type de façade ventilée préfabriquée. Dans les façades ventilées, quand on fait de la modélisation, les enjeux sont doubles. Premièrement, c'est d'évaluer le taux de renouvellement d'air et le type des écoulements à l'intérieur de cette cavité ventilée. Le deuxième enjeu, c'est d'appréhender le mieux possible les conditions aux limites extérieures, qu'elles soient de type radiative ou de type convectif. Voici des résultats de confrontation entre la simulation et l'expérience qui ont été obtenus à 2 endroits particuliers, ici en sortie de lame d'air ventilée et puis près d'un panneau de contreventement. Les évolutions sont tracées pour la température à gauche et pour l'humidité relative à droite. Globalement, on observe un bon accord entre les données expérimentales, tracées en noir, et les données simulées, tracées avec des couleurs. Maintenant, on a focalisé l'étude sur une période de 2 jours, avec une journée ensoleillée, une journée moins ensoleillée. Et on a fait une analyse de sensibilité en jouant sur le taux de renouvellement d'air, le rayonnement solaire, les aspects convectifs dans la lame d'air ventilée ou à l'extérieur. Il apparaît que les modèles de rayonnement solaire et la convection à l'extérieur sont les facteurs les plus influents sur les prédictions de l'humidité relative de la température en sortie de cavité ventilée. Donc, ces données météo, finalement, nous montrent l'importance de maîtriser la donnée météo. Alors, pour traiter la question de la donnée météo, j'ai eu une réelle opportunité au travers de la thèse de Nicolas Lauzet, thèse CIFRE, thèse qui visait à traiter en premier lieu la question du microclimat urbain. Alors, le microclimat urbain, c'est quoi? C'est une perturbation du bilan thermique de la ville, et ça se traduit par des dynamiques différentes, en particulier sur la température, et en période estivale, par des surchauffes urbaines. Nicolas étant dans un bureau d'études, l'enjeu du bureau d'études, c'est quelque part de disposer d'un fichier météo urbain pour chacun des projets qu'ils vont traiter. Alors pour faire ça, on a mené un état de l'art, et on s'est rendu compte dans l'état de l'art qu'on pouvait avoir un certain nombre de données incomplètes, c'est-à-dire que la reconstruction climatique se faisait uniquement sur la température, parfois avec des outils paramétriques, ou si on est sur des données climatiques complètes, on peut avoir qu'une période relativement restreinte de quelques jours, voire quelques semaines, mais pas une année complète. En revanche, de cet état de l'art, il est apparu que combiner 2 outils, CitySim et SIM, permettrait idéalement d'obtenir toutes les données climatiques à l'échelle d'une année. Donc CitySim, c'est un logiciel de rayonnement à l'échelle de la ville, et SIM est un logiciel de mécanique des fluides urbaine, et la combinaison a pour but de recréer ce fichier à l'échelle de la ville. Donc Nicolas, dans sa thèse, a beaucoup travaillé à mettre en place ce chaînage. Il a obtenu un certain nombre de résultats qui étaient très encourageants. Malheureusement pour lui, il a fait face à une lourdeur logicielle qui est la même que tous les autres, finalement. Le deuxième enjeu qu'il a regardé maintenant dans sa thèse, c'est la question du changement climatique. Alors le changement climatique, maintenant, on est sur une perturbation du bilan thermique, mais à l'échelle de la planète. Ça se traduit par des événements climatiques extrêmes qui ont tendance à être de plus en plus prégnants. Alors, pour recréer des fichiers météo qui tiennent compte du changement climatique, on peut travailler sur les modélisations type GIEC et puis redescendre les échelles. Ici, on a choisi une autre approche. On s'est posé la question de savoir si, dans des bases de données météo du passé, on avait des années qui étaient représentatives de ce changement climatique.
Alors pour ça, on s'est appuyé sur une grande base de données météo qui est disponible au niveau de l'ENTPE à Lyon, une centrale météo qui est dans un cadre programme, dans le cadre d'un programme météorologique international avec une grande fiabilité des données. Ces données, elles existent depuis 30 ans et on les a comparées avec des données qui ont été prédites avec un logiciel de type Météonorme et qui tient compte du changement climatique. On a fait la sélection en 2 temps. Une première présélection sur un critère de température supérieur à 28 degrés, ce qui nous a permis de présélectionner un certain nombre d'années mesurées. Et puis, on a fait une sélection finale de 3 années au travers d'un critère de type canicule. Et on a 3 années. On a 3 années qui sont représentatives du climat d'aujourd'hui, en 2020, du climat de demain, en 2050, et du climat d'après-demain, en 2080. Ces données climatiques, on les a utilisées dans le cadre d'une simulation thermique dynamique d'un bâtiment pour essayer d'évaluer les impacts qu'il pouvait y avoir sur le confort. Voilà, donc ça m'amène à faire une première synthèse de l'ensemble de compétences qui ont été acquises au travers des différents projets et des encadrements de thèse. On a acquis des compétences autour de la caractérisation thermique et hydrique des matériaux, en se focalisant sur les protocoles et sur les adaptabilités aux matériaux biosourcés. J'ai acquis un certain nombre de compétences autour de la modélisation des transferts hygrothermiques et en me focalisant sur un certain nombre de phénomènes bien particuliers, tels l'hystérésis ou la thermodépendance des courbes de sorption. Et on a mis en place des expérimentations spécifiques en conditions contrôlées pour appuyer ces modélisations et les valider. Cette expérience sur les démonstrateurs de laboratoire nous ont permis de mener un certain nombre d'analyses in situ des performances de parois. Et cette analyse nous a amené à nous questionner autour de la donnée météo et d'en acquérir un certain nombre de compétences. Alors, tous ces travaux ont été réalisés évidemment au travers d'encadrements de 4 doctorants qui ont soutenu leur thèse et d'un 5e qui poursuit actuellement sa thèse, mais également de 3 étudiants de Master 2, d'un ingénieur d'études ou d'un postdoc. Ces travaux ont fait l'objet d'une production scientifique, une trentaine d'articles publiés dans les comités à revue de lecture, une trentaine de communications dans les conférences internationales et une quarantaine d'autres communications. Ils ont été reconnus au travers de distinctions, premièrement au travers de la prime d'encadrement doctoral et de recherche en 2019, mais également au travers de prix obtenus lors de conférences. La conférence IBPSA France en 2014, la conférence ICBBM en 2019. Cette expertise m'a permis de faire partie de 2 jurys de thèse externes et de 3 comités scientifiques de conférences internationales. Et je la mets au profit de relecture d'articles dans des revues type Energy and Building, Building and Environment ou Construction and Building Materials, mais également pour le congrès de la Société française de thermique. Ces travaux m'ont permis au fur et à mesure d'intégrer un certain nombre de réseaux scientifiques, comme les comités techniques de l'ARILEM, en particulier celui sur les matériaux biosourcés et à la marge sur celui avec les matériaux terres. Et je co-anime avec d'autres collègues l'axe confort du projet national Terre. Enfin, tous ces travaux ont donné lieu et se sont nourris de collaborations de type académique, que ce soit sur le Grand Ouest, en Bretagne ou en Pays de Loire, en premier lieu au sein du laboratoire, parce qu'on est un grand laboratoire avec beaucoup d'échanges, mais avec les partenaires régionaux habituels, ou également avec d'autres laboratoires et entreprises en France. Alors tous ces travaux, évidemment, on appelle d'autres, et c'est ce que je vais détailler ici dans le projet scientifique. Alors ce projet scientifique, je l'ai reconstruit en travaillant sur 3 documents pour identifier les enjeux scientifiques liés à la rénovation énergétique. Les documents que j'ai étudiés sont les appels à projets recherche ADEME vers des bâtiments responsables, l'appel à projet générique de l'ANR, et également j'ai consulté la stratégie nationale de recherche sur l'énergie. Alors parmi les nombreuses pistes qui ont été mentionnées dans ces documents-là, j'en ai retenu 3. La première concerne le développement de produits de construction. Alors, comment on va traiter cet enjeu-là? À 2 niveaux. En premier lieu, on va
regarder le développement de nouveaux matériaux à base de coproduits argileux. Et ça va se faire dans le cadre d'un LabCom qui est en train de se mettre en place au niveau du laboratoire avec le groupe Pigeon. Mais au-delà de ces développements de nouveaux matériaux, j'aspire à continuer les travaux sur la fiabilisation de la caractérisation hygrothermique. Cette fiabilisation, elle va se faire en deux temps. Premièrement, on va réfléchir à des nouvelles méthodes d'analyse ou de mesure, en particulier sur les matériaux biosourcés. Et un travail qui est en cours actuellement, c'est sur la conductivité thermique de matériaux isolants humides. Ce travail, il est mené dans la thèse de Machour El-Assad et donne lieu à des échanges réguliers avec des collègues du LERMAB ou du LEMTA. À plus long terme, on a aussi des échanges avec un collègue du LASI autour de la perméabilité à la vapeur, sur la mesure de la perméabilité à la vapeur. L'autre aspect pour fiabiliser la caractérisation hygrothermique, c'est de faire des comparaisons interlaboratoires. Ces comparaisons interlaboratoires, elles ont déjà lieu dans le cadre des comités techniques de l'ARIDEM. On peut imaginer les mettre en place au sein du programme national Terre. Et tout dernièrement, j'ai été sollicité par des chercheurs américains et danois pour faire une comparaison interlaboratoire sur des isothermes de sorption. Le deuxième axe sur lequel j'aspire à continuer mes travaux, c'est la connaissance sur l'usage et la durabilité des bâtiments. Deux thèmes vont ressortir. La première, ça va être l'analyse performantielle de parois hygroscopiques. En premier lieu, on va s'intéresser à la mesure in situ de la conductance thermique en présence de transfert latent. Et ça, c'est la seconde partie du projet de thèse de Machour El-Assad. Et ça se fera en collaboration avec les acteurs du projet ADEME-BIP, dont je fais partie du comité scientifique. À plus long terme, on va continuer à réfléchir sur la régulation hydrique que peuvent proposer les matériaux biosourcés ou la terre crue et voir l'impact sur la question du confort d'été. Le second enjeu qui va être traité sur ce point-là, ça concerne la durabilité des emblacs. Alors, une première action est mise en œuvre, excusez pour la mise en forme, c'est la mise en œuvre durable de terre allégée et ce qui concerne le séchage de cette terre allégée. Un projet a été déposé au niveau de la région Bretagne avec des sociétés partenaires locales. À plus long terme, j'aimerais travailler sur la question de l'absorption de la pluie battante, tant l'enjeu est intéressant, notamment ici. Enfin, le troisième enjeu concerne les opérations expérimentales et de démonstration. Et là, il y a deux actions qui sont en cours. La première, c'est une étude expérimentale sur des constructions bas carbone, et en particulier sur un démonstrateur en terre crue. Alors, dans le cadre du projet national Terre, un démonstrateur en terre crue, ici pris en photo, a été construit sur le site de l'université Gustave Eiffel à Champs-sur-Marne. Alors, ce démonstrateur, en tant que tel, il n'a rien de particulier, hormis qu'il est à côté de cette grande boîte bleue. Cette grande boîte bleue, c'est un équipement d'excellence, c'est Sensity, et il permet de recréer n'importe quelle typologie de climat. Donc, l'idée, c'est d'utiliser cet équipement d'excellence pour, justement, améliorer la connaissance de ce type de matériaux. Alors, pour ça, on a fait une demande de thèse avec les collègues de l'université Gustave Eiffel et du SIAM à Pau pour traiter ce sujet-là. Le deuxième système qui va être étudié, ça va être plutôt des systèmes énergétiques innovants. Et en l'occurrence, ça va être une façade ventilée qui est couplée à un système de stockage thermique. Donc, aussi un exemple de façade thermique. Façade ventilée, pardon. Et ce système-là, il est en cours d'étude actuellement dans le projet région SREB, entre le laboratoire et un certain nombre d'acteurs économiques de la région. Voilà. J'en ai fini pour cette présentation. Je tiens à remercier l'ensemble des personnes avec qui j'ai pu travailler, que j'ai encadrées dans leur thèse, dans leur stage ou dans leur travail. Je remercie également l'ensemble des collègues du laboratoire, toutes les personnes avec qui j'ai pu travailler, et je vous remercie pour votre attention.